Audace. Audace. Place à l'audace. Audace. J'allais mettre ma priorité ailleurs pour le moment et que c'était OK, que je pouvais pas être une super maman full-time et une super entrepreneuse, au fait. Donc, plutôt que de faire face à une espèce de autodéception, j'ai pas fait assez pour elle, ou merde, j'ai encore X trucs à traiter, je me suis dit, OK, je fais ce choix. Pour le moment, je mets ça de côté et puis voilà, c'est OK, quoi. Et puis là, à un moment donné, il y a un médecin qui m'a regardée à l'hôpital et il m'a dit, en fait, on a deux choix. Il m'a un peu mise face à cette décision et au fait, sur le moment, j'ai dit, OK, on retire Rose de l'école. Et c'est comme ça que le job de mère au foyer s'est imposé à moi. Je pense que beaucoup de femmes ont envie, très envie, de tout quitter pour devenir mère au foyer, mais que elles osent pas. Ça, c'est vraiment un retour que j'ai eu très souvent. Clairement, c'est un truc qui revient très très souvent, le déchirement dans le cœur des mamans qui ont cette envie de vraiment prendre soin plus au fait de leur famille et en même temps que ce soit financier ou du regard de la société, au fait, elles se le permettent pas, quoi. Et donc c'est clairement dommage. Et cela n'empêche que non, je ne m'identifie pas du tout au mouvement tradwife, que je ne juge pas, mais qui ne me correspond pas, quoi. Enfin, qui ne nous correspond pas. Il n'y a personne qui est soumis chez nous, quoi. Si on a cette conviction et qu'on peut se le permettre, ou pas, mais qu'on est prêt à faire le sacrifice de se le permettre, on ne peut pas regretter un jour, au fait, d'avoir mis en priorité ses enfants. Ça, c'est certain. Au travail, en famille, dans nos projets ou dans nos rêves, peut-on réellement concilier ambition et épanouissement personnel ? Comment s'aligner pour mieux briller ? Chaque vendredi, dans Audace, j'invite des personnalités passionnées à partager leurs aventures, leurs réflexions, leurs défis et leurs moments clés. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs, experts ou anonymes, tous nous montrent que prendre des risques, oser être audacieux, se réinventer ou simplement croire en soi peut véritablement transformer nos vies. Trop souvent, j'ai rêvé que mes échanges puissent être entendus par le monde entier. Qu'une phrase, qu'un mot glissé à un moment particulier dans la vie de quelqu'un puisse l'aider ou l'inspirer. Aujourd'hui, grâce à ce podcast, j'ai le privilège de rendre cela possible. Je suis Chloé Junico, bienvenue dans Audace, un podcast indépendant. Bonjour Lorena. Bonjour Chloé. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je tenais particulièrement à t'avoir dans le podcast parce qu'on va aborder un autre sujet, un autre pan, j'ai envie de dire, de la vie professionnelle. Tu as fait le choix d'être femme au foyer et tu l'assumes pleinement. Et j'avais vraiment envie de t'entendre pour ça parce que c'est tellement controversé de nos jours d'être femme au foyer et de l'assumer et en fait, vraiment de le mettre en avant, de le revendiquer presque. Mais avant tout ça, je peux te demander de te présenter, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Lorena, j'ai 28 ans, je suis d'origine italienne, née en Belgique. Je suis la maman de Rose et de Céleste et je suis mariée à Fabien. Fabien, il fait partie de ta vie depuis longtemps ? Ça fait 6 ans qu'on est ensemble. Ah ouais, c'est pas si long en fait. Non, pas long du tout. Vous avez enchaîné parce que ta fille est née. Rose, elle a quel âge ? Elle va avoir 5 ans en janvier. Ok. Ça a été notre premier projet. Autant dire que si on croit dans le coup de foudre, je peux affirmer qu'il existe. Tu l'as eu pour Fabien ? Oui. Tu l'as vu où ? Comment ça s'est passé ? Écoute, c'était l'avocat de mon ex. Donc voilà, sujet un peu touchy, mais voilà, c'était vraiment un coup de foudre. Donc, réciproque. Ouais, réciproque.
Et très vite, on était hyper sur la même longueur d'onde, enfin vraiment en phase. Et on avait très envie tous les deux d'avoir un enfant. Et donc, voilà. Et donc, Rose, vous avez eu facilement. T'as pas eu de problème pour concevoir? Disons que j'ai fait une fausse couche avant elle. Et je suis retombée enceinte tout de suite. Mais donc, du mal, non. Mais quand même une épreuve quand surtout on est novice, on va dire, dans la maternité, dans la maternité, oui. C'est sûr que voilà, on s'y attend pas spécialement, on n'est pas spécialement au courant que c'est très commun quand même. Et donc bon, c'était un peu déroutant, mais on l'a eu vraiment tout de suite. Voilà. Quel genre d'enfant étais-tu? Je dirais très introvertie, petite fille à sa maman, vraiment dans les jupes de ma mère, je pense. Jusqu'à assez tard. Toujours eu un lien très très fort, très fusionnel, pas du tout scolaire, très artistique, toujours voilà, un peu ailleurs et en même temps très entière, tu vois. Donc, T'es fille unique, toi? Non, on est 3 filles. Ah oui, clan de filles. Ouais. Quel genre d'éducation vous avez reçu toutes les 3? Très traditionnelle, je dirais. Italienne, un peu ouais. assez quoi, catholique. Catholique, c'est ça, oui. Vraiment traditionnel catholique. Ouais. T'as grandi ici à Bruxelles ou... Oui, je suis née à Bruxelles. On est toutes les 3 nées à Bruxelles. C'était classique. Après les humanités, t'as étudié quoi? J'ai travaillé tout de suite et j'ai fait des espèces de masters qualificatifs en ligne. En tout cas, à l'époque, l'UCL, etc. proposait ça. Et donc, en fait, comme ça, j'ai fait le marketing via ce biais-là. Et donc, j'ai tout de suite trouvé un boulot dans le marketing juste après. Pourquoi le marketing? Je travaillais dans le secteur de la banque. J'ai eu la chance, au fait, vu que je parle plusieurs langues, d'être engagée pour faire des calculs interbancaires pour la Banque nationale européenne. Et donc, c'était vraiment, palpitant, entre guillemets, mais très, pas mon truc. Pour une petite fille créative et artistique. Voilà. Et donc, je me suis vraiment demandé, Instagram faisait un peu son boom. Quelle époque, là? 2015, voilà. Ouais. Moi, en fait, à côté de mon boulot à la banque, je faisais des gâteaux et je vendais des gâteaux. Je pense que j'ai peut-être été une des premières à proposer des gâteaux véganes à Bruxelles. Et donc, j'ai toujours eu cette fibre un peu de percevoir des trucs qui étaient pas encore là et qui pouvaient être faits. Et au fait, je fonçais vraiment la tête baissée tant que j'utilisais mes mains. Voilà, quoi. Donc, je faisais des gâteaux à mes heures perdues. Et donc, pourquoi le marketing? Parce que il y avait ce côté, j'adorais la photo. Il y avait ce côté un peu nouveau où ça alliait un peu l'artistique et le boulot. Enfin, je dirais vraiment le travail, quoi. Et donc, je me suis dit, why not? Et comme ça, j'ai choisi de faire le marketing. Oui, et même quand tu fais ta vente de gâteaux, en fait, c'est de l'entrepreneuriat. Oui. Sans le savoir. Sans le savoir ou en le sachant très bien. Non, parce que vraiment, je faisais ça très au feeling. Je pense que j'ai la fibre. Entrepreneuriale. À fond. Du business, mais je suis vraiment pas du tout commerciale, je pense, parce que je suis trop sentimentale. Et que je vais pouvoir... tu vois, c'est un monde de requins. Et je suis pas certaine d'avoir vraiment les épaules épaules. Et je pense que pour ça, avec mon mari, on est hyper complémentaires. J'ai mon requin. Ton mari, je sais pas si on l'a dit, il est avocat. Ouais, il est avocat. Et donc, lui, c'est vraiment son truc. Il a fait ses 3 années de stage au barreau. Et puis, au fait, il a travaillé un peu pour un avocat génial. Et puis, il a créé son cabinet. Donc, lui, il a l'esprit entrepreneur. Génial. Et les épaules, quoi. Enfin, c'est vraiment son truc. Et donc, on est hyper complémentaires pour ça. Ok, donc tu te lances dans des petits gâteaux. Enfin, des petits gâteaux. Dans des gâteaux. Ouais. Et à ce moment-là, t'es déjà maman? Non, pas du tout. Et vous n'êtes pas encore ensemble? Non, on n'est pas encore ensemble. Okay. Ouais, je pense que c'était 2014, un truc du genre. Je travaillais à la banque, je faisais mes gâteaux en même temps. Mm-hmm. Je change de boulot, donc je travaille comme consultante, voilà. C'est toujours les langues, au fait, qui ont été mon
qui ont convaincu au fait les gens de me faire confiance parce que je parle 4 langues et donc du coup fatalement c'est recherché, on va dire. Et donc je trouve tout de suite un boulot dans le marketing. Et en même temps, j'essaye un peu de trouver un moyen de le faire à mon compte, au fait. Donc, je m'inscris à la Smart. Je quitte, du coup, mon boulot. Quand même, tu prends des risques. Donc, tu démissionnes, tu te lances, en fait. Voilà. Et puis, c'est à ce moment-là que je rencontre Fabien. Et ça va hyper vite. Et j'ai dû m'arrêter de bosser parce que j'ai des grossesses très compliquées. Pourquoi ? Tu peux nous en dire plus ? En fait, j'ai une maladie des ligaments hyper laxes. Et donc, j'ai un col béant. Il ne reste pas fermé, tout simplement. Donc, ce que je pensais être des contractions d'exercice, on va dire, les fameuses Braxton, voilà, tu vois, oui. ce truc-là. Au fait, je savais pas qu'elles étaient pas censées faire mal. Moi, je me pliais en deux. J'avais hyper mal. J'en avais parlé. J'étais suivie au cocon. Et elle me disait que, voilà, c'était normal, entre guillemets. J'avais peut-être oublié de dire qu'elle me faisait mal. Ne sachant pas ce qu'était vraiment une contraction, tu vois. Ouais. Et au fait, mon col s'ouvrait, quoi. J'étais à 19 semaines en travail. Donc, oui. J'ai été... Donc, alité, mais pas de cerclage ? Trop tard, en fait. Trop tard pour le cerclage. Donc, j'ai été alitée complètement. À savoir que à 37 semaines, j'avais 5 cm d'ouverture sans avoir bougé d'un poil. J'étais devenue énorme. Ouais, t'avais pris du poids ? Ouais, j'ai pris 25 kilos pour ma première grossesse. Donc, je venais d'un tout petit poids, donc personne le voyait, on va dire. Mais oui, j'ai pris 25 kilos, quoi. Donc, pour Céleste aussi ? Pas du tout. Okay. Non. On reviendra après. Céleste, ouais, non. Et accouchement au cocon ? Même malgré cette, je vais dire pathologie, mais... du coup, ayant une... grossesse à risque un peu... Enfin... Oui, mais accouchement, ok. C'est juste que mon col était ouvert, j'ai fissuré ma poche et mon travail se mettait pas en route, quoi. Mais c'était un peu la force des choses, vu que mon col était ouvert, ma poche a pas tenu, donc je l'ai fissuré, donc j'ai dû être provoquée. À 37 ? Non, 39. Ah, bien, oui, à terme. Enfin, oui, honnêtement... vraiment de rêve en soi. J'ai pas, voilà, ça a duré un peu de temps parce que fatalement le corps était pas prêt, mais j'ai eu aucun problème après. Vraiment, enfin je dis ça, mais j'ai eu quelques petits soucis après. C'est fou comme on minimise. Hein. C'est ça, oui, mais quand même. Mais provoqué avec l'ocytocine. Ouais. On a rompu la poche. Pas au cocon même. Non, j'ai pas pu. J'ai plus pu être suivie au cocon. J'ai dû trouver d'urgence une gynéco qui m'accepte à ce stade-là, au fait. Donc ouais, pas facile. Mais j'ai trouvé une très chouette gynéco. Mais oui. Et ton postpartum? Postpartum, mentalement, physiquement, ok, mais j'ai eu une espèce de insensibilité du bas de la ceinture pendant 4 mois. Donc, je sentais plus ma vessie. Et j'étais pas incontinente, Dieu merci. Donc, de toute façon, quand on accouche, honnêtement, on n'est pas glam. Hein. Ouais, mais 4 mois plus tard, être incontinente, voilà, c'est vraiment pas du tout cool. Mais... donc, j'étais à un stade quand même en dessous du pas du tout cool. Mais non, clairement, je sentais pas ma vessie. C'est complètement engourdi. J'ai été chez un neurologue. Enfin, j'ai fait tout ce qu'on pouvait faire médicalement. Et en fait, j'avais des lésions des nerfs. Donc, on a cru que c'était la péridurale, etc. Mais apparemment, ce serait lié à ma maladie. On supporte mal les anesthésies. Et donc, voilà. Et 4 mois plus tard, ça s'est résorbé. Oui, naturellement. Voilà, okay. ça. Tu craignais pour ta seconde grossesse? Non, parce qu'en fait, je me rends compte maintenant que j'étais vraiment inconsciente. Que je prenais pas du tout ça au sérieux, que je me disais qu'est-ce qui pourrait m'arriver, qu'est-ce qui pourrait arriver. Enfin, je veux dire, on est faite pour ça. Oui. Tu vois, sans penser au deuil au fait qui nous guette, au fait toute la grossesse. Clairement, maintenant. Ayant eu Céleste prématurément, je le sais. Enfin, tu sais, c'est le petit truc qui reste là, quoi. Ouais. Donc, mais oui,
J'étais complètement inconsciente. Ça, Ta c'est seconde sûr. grossesse, comment c'est passé? Donc c'était voulu, c'était un projet. Oui. C'était rapproché quand même. Hein, rapproché, 2 ans, pile poil 2 ans. J'avoue qu'à ce moment-là, tu m'as envoyé un message sur Insta parce on se voit pour la première fois, mais on se suit depuis longtemps. Et tu m'as dit, quand j'ai annoncé ou quand j'ai accouché, un peu avant, je pense, tu m'as dit, franchement, c'est magnifique. Bon, ça, c'est une évidence. C'était voulu aussi. Tu m'as dit quand même, bonne chance. Et je crois que tu es une des seules à me l'avoir dit parce que moi, de nous deux à Léa, donc à nous trois, c'était hyper facile. Mais à 4, le deuxième, moi, j'ai trouvé ça super chaud. Genre, les 6 premiers mois avec les 2 bébés, ils ont 20 mois d'écart et c'était genre hyper dur. Ouais, j'avoue que on le dit pas, je trouve. Oui, j'ai une autre vision maintenant des enfants rapprochés. Tu vois, ce truc qu'on idéalise, cette ils vont jouer ensemble. C'est ça. Moi, j'adore. Mais il faut rester dans les couches et puis après, on est débarrassé. Voilà, exact. Je me pose de plus en plus de questions et je suis pas spécialement convaincue qu'ils jouent plus ou parce qu'en fait moi mes filles elles se parlent que depuis 6 mois, tu vois. Avant ça elles se détestaient. Enfin honnêtement on voit toutes les petites vidéos adorables. Non, Rose, quand j'ai ramené le bébé à la maison, elle a marché dessus. Il y a beaucoup d'enfants. Bon, moi j'ai totalement l'inverse, c'est bisous H24, genre trop. Tu vois, il y a une crise encore ce matin parce qu'il est parti à la crèche sans bisous. Là, c'était la crise totale. Ah, oui. Mais c'est vrai que honnêtement, parfois on fantasme ce truc de relation fusionnelle. Mais les parents, mon mari et moi, franchement, on a pris hyper cher, quoi. Les 6 premiers mois, on dormait pas. Voilà, ouais. Et ouais, Céleste. Donc vous vouliez quand même 2 enfants rapprochés. Voulu, mais voilà. Grossesse compliquée. Compliqué, ouais. De nouveau, 19 semaines, je commence à contracter. Moins fort, mais clairement à l'écho, mon col est déjà effacé, donc elle me cercle, elle a plus la possibilité de me cercler avec un cerclage à l'aiguille, donc opéré, donc elle me pose un Pesser. Un Pesser, c'est un espèce de truc en silicone qui vient faire ventouse, au fait, oui, c'est ça, bouchon sur le col, et qui vient un peu le serrer. Ce qu'il en reste. Et donc, ça fonctionne, mais pas de bol pour moi. Je sens plus mon bébé bouger. Donc, je suis à 33 semaines et quelques jours. C'est Noël et je la sens plus bouger. Oh non, donc, quelle angoisse. Ouais, c'est pas un truc, c'est l'autre. Et donc on passe les fêtes, même si j'étais pas du tout dans le mood, parce que tu sais, c'était pas un bébé qui bougeait beaucoup du tout. Au fait, du tout. On avait juste nos petits moments quand j'allais au lit le soir où elle bougeait, etc. Mais en journée, c'était un bébé très discret. Donc j'étais habituée vraiment à pas la sentir en giga activité. Et puis on a moins le temps de s'extasier sur ce bidou clairement qui bouge tout seul, enfin tu vois. Oui. Et donc voilà, on passe les fêtes et puis la nuit du 26 au 27 décembre, clairement je sens qu'il y a un problème, c'est genre ça me traverse complètement, je suis incapable de dormir, j'ai passé la nuit à faire tous les trucs débiles que Google propose de faire pour faire bouger le bébé, je me suis affonné une bouteille de soda, de sucre. Voilà, tu vois, j'ai bouffé des glaçons, j'ai tout fait, toutes les positions, enfin tu vois, et en fait mon cerveau, le seul mot qu'il m'envoyait, c'était inerte. Donc le matin, j'ai ça va pas du tout, je suis sûre ça va pas. Donc on part aux urgences. Et là elle me dit on n'entend pas bien le cœur, on va vous faire monter en chambre pour que vous soyez plus à l'aise. Donc je monte en chambre. Et au fait, il semble avoir des petits soucis. Décélération. Voilà, mais ils sont pas sûrs parce qu'on l'entend pas bien et tout. Et donc, on me propose de faire une écho. À l'écho, voilà, elle est estimée à 2 kilos. On me dit que, ouais, c'est vrai qu'elle bouge pas énormément, mais on était vraiment... Ils arrivaient pas très très bien à se prononcer, au fait. Et donc, il me dit, écoutez, il était midi... Même pas midi, il me dit on va proposer de manger quelque chose et normalement ça va faire réagir le bébé, on aura peut-être un petit coup
boost entre guillemets. Et donc Fabien va chercher à manger. Moi je me mets donc sur le lit, on me pose le truc. Et au fait, là, ça va très très vite. Ils arrivent en courant, on me déshabille, je comprends pas du tout ce qui se passe. Je dis mais non, mais je dois manger. Enfin, ouais, c'est encore très frais. Non, je pleure pas, sinon je vais pleurer. Très frais pour moi. Et donc, ouais, on me déshabille. Je suis à poil dans le couloir de l'hôpital. J'ai ma gynéco au téléphone et elle me dit faut absolument la sortir. Elle sera mieux à l'extérieur. Et donc, césarienne d'urgence. Super césarienne d'urgence. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. L'équipe était incroyable. J'avais l'anesthésiste qui me massait les cheveux, enfin, vraiment, j'avais 4 gynécos avec moi. J'ai vraiment, dans le néant, j'ai vraiment eu une équipe incroyable. Pas de peau à peau, évidemment. Enfin, elle a tout de suite été emmenée en néonat. 33, donc ils ont... Ouais, pile poil, enfin, à peine 34, en fait. Ouais. Vraiment, à peine 34 semaines. Pas un très bon... Enfin, elle était en hypoglycémie. Enfin, elle avait vraiment pas un très bon score. Non, je vois pas. Non, tu vois, ils notent, au fait, les réflexes où ils les mettent dans plein de positions. Et ils notent, tu dois avoir 10 sur 10, quoi. Elle était pas au top. Et donc, enfin, voilà, elle était emmenée en néonat et voilà. Je savais pas cette histoire. Ouais. Et après, ce postpartum plus compliqué? Bah écoute, au fait, la néonate, c'est très difficile en général. Peu importe ce qu'on vit, je pense, c'est très difficile parce qu'on côtoie la mort de tout petits êtres. Clairement, impossible de pas devenir, de pas sociabiliser avec les autres parents qui vivent, des trucs terribles. Et alors, vivre la néonate en tant que maman d'un autre bébé, voilà, c'est hyper... on se sent vraiment partagé entre qui j'abandonne, au fait. Il y en a un qui est hyper conscient, qui me demande. Et puis, de l'autre côté, il y a le petit bébé qui vient de naître. Donc, voilà, tu vois, c'était pas facile. Ça a duré 1 mois et quelques. On s'en est sortis. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir ma maman qui s'occupait de Rose tous les jours. Vraiment incroyable. Une chance de fou. Et par contre, ouais, clairement, le seul objectif de tous les jours, c'est de sortir, de sortir. Donc, on attend le fameux moment où elle sait se nourrir, où elle prend enfin le sein. Parce que t'as pu allaiter, du coup. Ouais. Ouais, j'ai allaité. J'ai tiré pendant tout le temps de la néonate. J'ai pas de chance pour ça non plus. Je me tape des mastites sur mastite. Ouais, vraiment les bonnes carabinées avec 5 jours de 40 de fièvre. Mais bon, voilà, j'ai essayé de tenir bon. À ce moment-là, tu t'allaitais plus Rose? Non, j'ai arrêté quand j'ai su que j'étais enceinte. J'ai arrêté d'allaiter Rose. Ouais, elle avait 17 mois, un truc du genre. J'avais pas du tout envie de co-allaiter. C'était pas du tout un truc qui me parlait. Et voilà. Et donc, j'ai tiré. J'ai acheté 15 000 tétines, tu vois, en espérant que c'était la tétine. Il fallait trouver la tétine du biberon qui lui fasse prendre... le sein après. Oui, mais surtout qu'elle mange toute seule, au fait, parce que c'est très simple. Tu sors de néonate quand ton bébé arrive à manger. Tout seul. C'est ça. Et en fait, les infirmières me disaient, les sages-femmes me disaient, vous allez voir, une fois qu'elle va prendre, en 24 heures, c'est bouclé. Évidemment, on n'y croit pas, hein, on se dit oui, bien sûr. Ce petit truc s'endort toutes les 2 secondes, il est nourri à la sonde. Impossible pour moi que ça puisse être bouclé en 24 heures, mais en fait, il faut faire confiance. Les sages-femmes ont raison. En 24 heures, c'était bouclé, ouais. Elle a pris le sein et au fait, quand elle a pris le sein, c'était fait. Et apparemment, le bébé naît quand le réflexe de succion est acquis. Et donc, pour chaque enfant, ça peut arriver à un moment différent. Il y a des bébés qui naissent à 37 semaines, mais qui n'ont pas encore le réflexe de succion et qui doivent aller en néonate, du coup, parce que ils savent pas téter. Et apparemment, c'est genre une des dernières acquisitions. C'est dingue. Ouais. Ok, et le postpartum pour Céleste? Vraiment, le retour à la maison, moi j'imagine que c'était un peu chaotique. Retrouver de Rose. Nouveau dans le néant, je trouve que j'ai eu une césarienne vraiment qui a été faite en 3 minutes.
J'ai eu beaucoup de souffrances après. Vraiment, césarienne qui m'a... j'imagine que toutes les césariennes font mal, mais je m'attendais pas à avoir tellement mal. Je pense que je suis restée en chaise roulante 2 semaines. Puis il y a le côté aussi dans le postpartum où tu te retrouves dans la maternité sans ton enfant, parce que en Belgique, il y a pas beaucoup de maternités, voire pas de maternités qui sont dans la néonate. Et donc, ouais, c'est pas facile. Il y a une espèce d'énorme vide qui se crée, même si elle est pas loin, tu vois, mais t'as pas ton petit bébé avec toi. Donc il fallait lui ramener le lait que je tirais. Pas facile. Les premiers jours à la maternité, c'était pas facile. La première nuit, je pense que l'équipe était malheureusement vraiment surmenée. J'ai pas eu d'antidouleur la première nuit. J'ai souffert le martyre. Ouais. Et en même temps, je suis très douillette, donc dans ma tête, je me disais, lutte, quoi. C'est toi, d'office, en fait, non, elles avaient oublié de me donner l'antidouleur. Et donc, voilà, c'était pas juste que j'étais très douillette, c'est juste que je crevais littéralement mal. Et les mois suivants, vraiment ton postpartum, parce que on dit que le postpartum, dure 3 ans. Comment tu te sens Céleste, elle a même pas 3 ans. Non, elle va avoir 3 ans le mois prochain. Ah ouais, ça file. Ouais. Comment tu te sens? Est-ce que c'est vrai déjà? Je pense, parce que maintenant, avec Céleste, je le vois vraiment que c'est encore vraiment un bébé et qui a besoin de l'attention d'un bébé, tu vois. Donc ça rejoint ma réflexion de là tantôt sur les bébés rapprochés. Clairement, à refaire, je le referai pas, au fait, tout simplement. Pas parce que c'est difficile, mais parce que je trouve que si on a la possibilité, offrir ce postpartum aussi à l'enfant, au fait, ça vaut de l'or, clairement, et on n'en parle peut-être pas assez, je trouve. Ils ont tous des besoins hyper spécifiques, tu vois, vraiment jusque 3 ans minimum. Et ouais, je trouve que... Et moi, ensuite, tu veux dire qu'un enfant a, 4, 5, 6, 7, 8 ans... Ça se transforme, il y a une conscience qui arrive, tu vois, il y a un côté où on peut discuter, il y a un côté où l'enfant comprend. Je sais pas, je m'interroge vraiment sur, sur ce côté-là, quoi. Je comprends. Pour revenir à ton côté un peu pro, donc... je pensais pas qu'on allait partir sur la maternité à ce moment-là, mais t'as des récits. La maternité, c'était pas... Ouais, mais c'est tellement chamboulant pour la vie d'une femme. Enfin, je suis désolée, mais on peut pas minimiser ce qu'on vit, ce qu'on traverse. Je trouve que c'est impactant dans tous les pans de notre vie. C'est sûr, c'est sûr. Toi, t'es tombée enceinte de Rose, t'as malheureusement été écartée, en fait, t'as été arrêtée. T'as repris entre les deux filles? Pas vraiment. Donc vous avez fait le choix de couple parce qu'en fait il y a eu le Covid. C'est juste. Il y a eu le Covid. En fait, je me suis surtout retrouvée face à des personnes qui avaient plus de budget pour du marketing. J'étais beaucoup dans la restauration. Et ils ont vécu des moments hyper difficiles et donc je me suis un peu retrouvée face à un mur. Donc de base j'avais pas du tout envie de mettre Rose à la crèche. C'était une conviction vraiment que j'avais avant de devenir maman. Et là-dessus, Fabien m'a vraiment suivie. Donc, pas de crèche. Et... De toute façon, c'était Covid, j'ai envie de dire. C'était limite, Covid. C'est limite, vrai. t'avais pas le choix, de toute façon. Non, j'avais pas le choix. Et donc, j'ai tu sais, essayé un tout petit peu, mais après, je me suis aussi rendu compte que, moi, personnellement, j'arrivais pas à avoir le niveau que je voulais, au fait, avec l'éducation de mon enfant et le boulot. Tu sais, d'excellence, entre guillemets. Niveau pro? En fait, je voulais faire les deux. Oui. Clairement, j'ai essayé, mais rapidement, et je me suis rapidement aussi rendu compte que j'allais mettre ma priorité ailleurs pour le moment et que c'était OK, que je pouvais pas être une super maman full-time et une super entrepreneuse, au fait. Donc, plutôt que de faire face à une espèce de autodéception, j'ai pas fait assez pour elle, ou merde, j'ai encore X trucs à traiter, je me suis dit ok, je fais ce choix pour le moment, je mets ça de côté et puis voilà, c'est ok, quoi. Sauf que Céleste est née et que Céleste a été malade tout le temps. Tout le temps. Dû à sa prématurité?
Oui et non, parce que je côtoie encore d'autres enfants préma qui n'ont pas eu ce genre de soucis, clairement, mais elle a vraiment eu bronchiolite sur bronchiolite. Elle a été réanimée à 4 mois pour une bronchiolite qui est vraiment partie en sucette. Surtout que Rose était un bébé Covid, jamais eu un rhume, tu vois. Donc là, je me suis retrouvée face à ce bébé qui respirait comme une chèvre. Je me souviens, j'appelais les médecins, je disais, mais elle respire vraiment comme une chèvre. Et ils étaient là, mais nettoyez-lui le nez. Donc, bref, pas facile. Rose était à l'école, au fait. Là, elle est rentrée à l'école, ouais. Et elle, ça a été au niveau des maladies quand elle est rentrée à l'école? Ouais, vraiment aucun souci. Et en fait, Rose a fait 5 mois d'école. Et puis là, à un moment donné, il y a un médecin qui m'a regardé à l'hôpital et il m'a dit, en fait, on a 2 choix. Soit on fait un test d'immunodépression, soit vous retirez votre fille de l'école parce que... Un test pour Céleste? Ouais. Parce qu'en fait, Rose ramenait des maladies à la maison. Rose ramenait des maladies, ouais. Donc, il m'a un peu dit, voilà, soit... c'est pas possible que ce gosse soit tous les mois sous respirateur à l'hôpital. C'est pas OK. Elle a antibiotiques sur antibiotiques sur antibiotiques. Donc, ouais, clairement, il m'a un peu mise face à cette décision. Et au fait, sur le moment, j'ai dit OK, on retire Rose de l'école. Et c'est comme ça que le job de mère au foyer c'est imposé à toi. C'est imposé à moi parce qu'évidemment, plus personne n'a envie d'aller à l'école. Et c'est très bien comme ça parce que dans cette nouvelle aventure qui s'est imposée à moi, j'ai trouvé un peu une vocation, au fait. Je peux pas le dire autrement, une vocation. Et donc attends, t'as tes 2 filles à la maison? Ouais. H24? Ouais. Et tu fais l'école? Tu fais la scolarité? Oui, pour Rose, oui. Elle va avoir 5 ans, donc c'est obligatoire en Belgique à partir de 5 ans. Et donc elle sera officiellement en instruction en famille à partir de septembre 2025. Et donc, mais oui, on en a déjà commencé parce qu'elle est... elle est très très en demande. Elle adore apprendre. D'ailleurs, elle apprend en autonomie quasi tout parce que elle va plus vite que moi en fait. Mais oui, donc j'ai mes 2 enfants H24 à la maison. Waouh. Et tu vois ça sur... J'ai posé des questions hyper naïves, hein, hyper franchement. Let's go. Mais ça me paraît tellement fou. Au niveau du regard de la société, comment toi tu gères ça? Tu vois, je sais pas comment toi t'as géré le regard des autres. T'as eu des remarques? J'ai vraiment rarement eu des remarques négatives. Frontales, ouais. Oui, on me demande si... tu sais, c'est un peu genre... détourné, on me dit mais un jour tu comptes bien les mettre oui, c'est ça, les mettre à l'école, qu'elles aient une vie sociale, alors qu'en fait je pense que elles ont peut-être même plus de vie sociale entre guillemets qu'un enfant qui va à l'école parce qu'elles sont dans l'interaction différente, elles sont dans des interactions différentes au fait à longueur de journée. Et mais sinon honnêtement j'ai rarement eu des remarques négatives. Les gens sont juste déroutés. Et la première chose que tout le monde dit, c'est j'aurais pas le courage. Et donc c'est marrant, mais et en même temps c'est pas une question de courage parce que tu vois moi dans la même foulée j'ai envie de dire moi j'aurais pas le courage d'être employée et donc du coup tu vois c'est vraiment des niveaux oui, c'est des choix personnels. Oui, c'est des choix, si on a la possibilité ou pas. Et ça, oui, c'est un autre sujet. Oui, tout à fait. L'impact financier, ça, c'est vrai que... Voilà, mais clairement, être mère au foyer, c'est moins compliqué, je pense, que ce qu'on imagine. Je pense, je vais être peut-être un peu maladroite avec mes mots, mais je pense que surtout, on n'est plus habitué à être avec ses enfants. On les connaît, mais sans les connaître. Et donc, quand on les a, c'est très intense parce que tout le monde a besoin de se retrouver et donc c'est toujours très intense. Mais au fait, quand t'es tellement habitué de les avoir, la relation est fluide et on se retrouve pas dans des excès, tu vois, d'intensité émotionnelle et dans les deux sens, hein, tu vois, que ce soit en tant que parent et en tant qu'enfant.
Et au fait, je pense que c'est vraiment plus facile que ce qu'on pense. Ça me fait penser à un livre que j'ai lu. Il y a qu'une petite Rosie qui a 2 ans, qui est en conflit avec sa maman. Tu vois le titre? Je viens de le terminer. Chasseur-cueilleur. C'est ça, parent chasseur-cueilleur. Voilà, c'est ça. Ouais. Ce que j'ai aussi beaucoup aimé du livre, c'est revenir à l'origine, tu sais, des injonctions qui reposent sur les femmes par rapport à l'éducation des enfants, qui sont un peu sorties de nulle part, au fait. Faut que l'enfant sache écrire, Enfin, tu sais, toutes ces espèces de cases dans lesquelles on essaye de mettre les enfants. Et en fait, ma mission en tant que mère, c'est justement d'éviter le plus possible que mes filles soient mises en cage et essayer le plus possible que dans ce monde, elles puissent être des êtres libres, mais genre vraiment profondément, quoi, tu vois. Et ce livre m'a beaucoup ouvert les yeux justement sur toutes ces injonctions qu'on impose aux enfants, aux mères et aux pères aussi fatalement, oui. Mais on a quand même un fait de société qui fait que l'éducation des enfants repose sur les mères qui font 3 jobs. Donc, tu vois, ouais, et clairement, ça refait réfléchir au fait que être mère au foyer, c'est un job full-time, certainement, mais il demande beaucoup moins de courage que ce qu'on peut imaginer. Que d'allier, par exemple, 3 vies en une, quoi. Que d'allier d'être une super employée, une super maman, une super amie, une super femme. Et surtout, dans une intensité, tu vois. Je pense. J'imagine que quand tu retrouves tes enfants, le temps est court. Oui. Tu veux profiter à fond. Et en même temps, j'imagine que t'as la tête ailleurs parce que tu penses à tes projets. Oui. Tu vois, enfin, c'est intense, quoi. C'est trop intense. Et ce bouquin-là fait clairement référence, il éclaire bien à ce sujet, je trouve. On va reparler aussi de ta communauté sur Insta, mais est-ce que, y a une question qui me vient, est-ce que tu inspires d'autres femmes à faire ce choix, ou d'autres pères, parce qu'il y a aussi des pères au foyer, mais est-ce que tu as eu des retours en me disant, en fait, ton histoire ou ce que tu dégages m'a inspirée? Je pense que beaucoup de femmes ont envie, très envie, de tout quitter pour devenir mère au foyer, mais que elles osent pas. Ça, c'est vraiment un retour que j'ai eu très souvent. Après, je m'étale pas non plus, au fait. J'ai plein de gens qui me disent « Ah, mais je n'avais pas compris que tu mettais pas tes enfants à l'école. » Donc, c'est comique parce que, voilà, j'en fais pas vraiment un sujet. Tu vois, ton compte n'est pas tourné sur l'éducation à la maison. Oui. Mais clairement, c'est un truc qui revient très, très souvent. Le déchirement dans le cœur des mamans qui ont cette envie de vraiment prendre soin plus, au fait, de leur famille et en même temps que ce soit financier ou du regard de la société, au fait, elles se le permettent pas, quoi. Et donc, c'est clairement dommage. C'est vrai que financièrement, c'est un vrai frein, bien réel, sûr, parce que si un salaire ne suffit pas, par exemple, si on est en couple et que le coparent ou le partenaire... C'est certain, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Après... c'est des choix aussi. C'est des choix, c'est des sacrifices qu'on décide de faire ou pas. Voyager moins, aller moins au resto, il y a des... Oui. Le budget peut non, c'est sûr, ouais. C'est un choix c'est comme l'entrepreneuriat, au fait, hein. Ça, tu te lances dedans complètement, soit ça peut pas fonctionner, au fait. Et pour répondre à la question que tout le monde se pose, le futur de tes enfants, tu le fais scolarité jusqu'à quel âge à la maison? Elles sont maîtres de leur vie. Donc, je vais juste les suivre, en fait. Je me pose aucune question. Je ne m'impose rien du tout. Je veux juste aller à leur rythme, en fait. Et du coup, toi, tu vas te former pour les former? Comment ça se passe? Comment on enseigne l'école, je sais pas, les humanités, par exemple? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. En fait, on est tous passés par là. On a tous vu la matière. Oui. Oui, d'autres un peu mieux que moi. Mais oui, non. Mais genre les maths fortes poussées, moi, je suis incapable. Oui, non, c'est sûr. C'est pas mon truc non plus. Mais
mais il y a des trucs en ligne, il y a des groupes qui existent, qui se créent, de parents qui éduquent, enfin qui donnent l'instruction en fait ensemble. Il y a aussi au fait tout simplement la possibilité qu'elles aient envie de retourner à l'école, enfin ou d'y aller tout court. Pour Céleste qui n'a jamais jamais été à l'école, du haut de ses presque 3 ans. Et sa santé physique le permettrait maintenant, tu penses? Oui. Donc maintenant, oui. elle pourrait... Là, honnêtement, oui, il y a pas de souci. Et au fait, les primaires, c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense. En primaire, on peut s'en sortir avec 2 heures de travail par jour. Faut pas oublier qu'une institut fait un boulot incroyable parce qu'elle est face à plein d'enfants qui ont chacun des niveaux, des caractéristiques différentes. En tant que parent avec 1 ou 2 enfants ou même 3, en sachant qu'un enfant qui est à la maison se développe en autonomie aussi, mais énormément. Du coup, il y a ce côté où, au fait, tu le suis. Rose a décidé de vouloir apprendre à écrire et, au fait, elle a appris toute seule. Vraiment, littéralement toute seule. Il y a un bouquin, Les lois naturelles de l'enfant, qui parle de ça. Je le mettrai en description. Et il y a des choses, au fait, qui se font toutes seules. L'enfant est 100% capable. Et c'est plus compliqué, au fait, de développer ça quand on est dans une collectivité, parce qu'on est un parmi. Et donc, du coup, on doit d'abord essayer d'être dans le groupe avant d'être soi-même. Et donc, au fait, c'est pareil, c'est vraiment nettement moins compliqué que ce qu'on peut l'imaginer. Oui. Est-ce que parfois, t'as l'impression d'être jugée, genre, oh, la mère parfaite, elle fait tout bien avec ses enfants. Et quand on est jugé, souvent, c'est parce que la personne qui juge est soit jalouse, soit elle culpabilise de ne pas y arriver à faire aussi oui, bien, c'est sûr. entre guillemets. En fait, il y a une réponse très simple, c'est que je suis la mère parfaite pour mes enfants, en fait. Et on a chacun des standards différents. Oui, voilà, qui nous sont propres. Et donc, comme tu le dis, en fait, hyper bien, quand on reproche quelque chose, c'est qu'on se le reproche. Il y a toujours l'effet miroir, tu vois. C'est la même chose que je dis avec nos enfants. C'est un truc que je répète vraiment souvent, que je me répète souvent quand quelque chose me dérange chez mes enfants. Je me dis toujours que c'est le miroir de moi-même. Et donc, ça me fait réfléchir. Et souvent, c'est vrai. Parfois, il y a eu une période où Rose avait une tendance à parler hyper fort, de façon hyper sèche. Et au fait, je me suis rendu compte que je le faisais. En fait, c'était un moment où clairement j'étais plus directive, on va dire. Et ça m'a permis de me remettre en question. Donc, c'est vraiment ma petite voix, c'est toujours l'effet miroir. Et dans la société, ça fonctionne toujours. Donc, quand on reproche quelque chose à quelqu'un, généralement, c'est que on le vit mal pour soi-même. Et donc, il suffit juste d'un petit brin d'introspection et... C'est très juste. Et voilà. Est-ce que tu trouves le terme mère au foyer dégradant? Non, pas du tout. C'est dommage que ce soit pas reconnu parce que c'est un job, au fait. Il y a des personnes qui sont payées pour garder des enfants. Loin de moi l'idée de vouloir être payée pour garder mes filles, mais je veux dire, c'est un boulot. Ça prend du temps. Mais non, je trouve pas ça dégradant. Après, moi, je veux quand même bien faire une distinction parce qu'il y a une espèce d'énorme effet mode avec la tradwife en ce moment. Je sais pas si tu... Non, je connais pas. Oui, ça vient un peu des États-Unis. En France, ça prend vraiment une ampleur. Justement, les mères qui décident de garder leurs enfants, de revenir un peu à des traditions plus anciennes, donc consommer différemment, etc. Et en fait... il y a un peu ce mouvement tradwife qui va aussi englober la soumission, en fait. Voilà. Et donc, voilà, moi, il m'identifie pas du tout. Cela n'empêche que je fais hyper attention à l'alimentation. Je fais tout maison. Je suis vraiment à fond dans la qualité des aliments, de plein de choses, au fait. J'adore ça.
Tout, c'est une passion. Pour toi, c'est pas du tout anxiogène. Ouais, j'ai ça t'adores depuis, en fait, avant d'être mère. Je suis sensibilisée et consciente de ça, vraiment depuis mon adolescence. Et pour moi, c'est vraiment une priorité. Pas de perturbateurs endocriniens. Pas de produits transformés. Produits transformés. J'essaye de pas avoir j'essaye parce qu'en fait c'est très difficile. Il y a une liste kilométrique de PFAS, mais voilà, quand ils sont reconnus, 0 à la maison. Je fais hyper attention. Enfin, pour moi, c'est vraiment genre limite mon côté psychorigide, mais je fais très attention. Et cela n'empêche que non, je ne m'identifie pas du tout au mouvement tradwife que je ne juge pas, mais qui ne me correspond pas, quoi. Enfin, qui ne nous correspond pas. Parce que Fabien m'aide énormément, même si je suis plus attentionnée envers lui, évidemment, parce que je sais qu'il fournit 2 fois plus de boulot. On va pas se mentir, il doit travailler plus pour qu'on puisse vivre confortablement. Donc on l'assume tous les deux, donc évidemment, et j'ai le temps aussi d'être plus attentionnée, c'est certain. C'est pas un conflit pour vous, c'est pas un sujet. Mais voilà, mais quand il est là à 300%, il débarrasse, il passe la spif, on est sur un pied d'égalité. Il y a personne qui est soumis chez nous, quoi. Que ce soit bien clair. Non, mais... Pas de soumission à la maison. Voilà. Quel conseil ou quelle recommandation tu donnerais à quelqu'un qui souhaite peut-être, décider d'être père ou mère au foyer? Je pense que le seul conseil à donner, c'est de s'écouter, 100%. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Si on a cette conviction et qu'on peut se le permettre, ou pas, mais qu'on est prêt à faire le sacrifice de se le permettre, on peut pas regretter un jour, au fait, d'avoir mis en priorité ses enfants. Ça, c'est certain. T'as ton compte Instagram, et t'as quand même pas mal de followers, que c'est une rentrée d'argent qui est considérable pour toi, ou le but de ce compte, c'est absolument pas de faire de l'argent, c'est juste de partager parce que t'apprécies ça? En fait, ce compte est né avec ma première activité d'indépendante, on va dire. Non, même pas. Même pas. Justement, quand je m'occupais de resto, je partageais tous les restos que j'adorais tester. Et donc, il y avait un peu ce côté... partage de resto et Covid, et puis grossesse, et puis maternité, et puis en fait j'ai un peu pas décidé de l'orienter vers moi, vers ma vie, vers tout ça. Au début, j'avais une tendance un peu naïve à accepter des collabs, tu sais, un peu honorée. Honorée, c'est un gros mot, mais tu vois, un peu flatté, c'est ça, d'avoir une telle proposition, mais en fait je me suis aussi très vite rendu compte que c'était pas du tout un monde qui partageait mes valeurs, sans de nouveau pointer, pas de jugement, voilà, 0 jugement, mais vraiment loin de là, parce que c'est un job qui prend énormément de temps. Création de contenu, vraiment sous-estime. Voilà, on sous-estime énormément la quantité de boulot que ça représente, mais par contre, malheureusement, pour ce que moi j'ai envie de transmettre, très peu de marques aux valeurs que je partage, en fait, ont le budget, entre guillemets. C'est souvent des ONG ou des ASBL. Oui. Non, mais oui, j'abuse, mais voilà, j'ai pas non plus un compte gigantesque qui me permet de travailler avec des gigamarques. Enfin bref, voilà. Mais disons qu'il y a eu un espèce de fossé qui s'est créé entre les propositions peut-être que je pouvais recevoir et vraiment ce que j'ai envie de transmettre. Et donc du coup je trouve ça cool au final de pas vraiment faire de collab, parce que au fait tu peux revenir à la source de ce qu'était Instagram, c'est-à-dire juste du partage sans que ce soit un panneau publicitaire, et ça me plaît, et ça plaît aux gens qui me suivent. J'ai une super chouette communauté de mamans, donc ils sont devenus des copines au fait, et en fait j'adore que ce soit comme ça, tout simplement. Ça n'empêche que si vraiment il y a un espèce d'avantage ou pour la communauté entre guillemets et pour moi de partager un truc, enfin tu vois, vraiment, si je me ferme pas à des collaborations, mais clairement c'est très très loin d'être
Le but premier de ce compte. Voilà, une priorité ou un but pour moi, quoi. Et le pain, alors? La levure, ouais. Donc, ouais. Lorena est une experte, hein. On va le dire. Franchement, arrête. Tu goûteras et tu me diras. J'ai la chance de recevoir un pain tout chaud, là, et je m'empresse de rentrer à la maison. Parce que j'ai même pas eu le temps de déjeuner, j'ai une journée de fou. Là, j'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, beurre salé, une tranche de pain toute fraîche. C'est vraiment mon péché mignon. Honnêtement, parfait, j'adore le pain. Mais écoute, j'adore le pain aussi. Et dans la démarche de tout ce qui est alimentaire, etc., je me suis rendu compte très très vite, hein, je le savais, que en fait on consomme quasi tous, de base, du pain pas d'excellente qualité. Il y avait pas énormément de boulangers au fait à l'époque, avant le Covid, qui proposaient du pain au levain. Maintenant, heureusement pour nous, il y en a vraiment partout, mais ça reste un budget aussi au fait. Qu'à un moment donné, quand tu dois acheter peut-être 3 pains par semaine à 6, 8 euros, ça chiffre vite aussi. Et au fait, ça m'a vraiment fait réfléchir au fait que c'est un aliment de base qui devrait être de qualité, mais pour tout le monde. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à aider des gens avec mes petits vocaux, mes petites photos pour les aider à faire du pain. Et je trouvais ça très cool. Et puis, au fait, je me suis dit, j'ai osé, au fait, tout simplement me dire, mais au fait, c'est quelque chose que je peux partager. Et j'ai juste osé sauter le pas. Vraiment, j'ai eu l'audace de me dire, ok, c'est cool de le faire bénévolement, mais d'un autre côté, why not? Ouais. J'avais vu un truc sur Insta qui disait que la clé pour une mère au foyer, pour une femme, au fait, c'était de savoir mettre en place des business qui fonctionnent tout seuls. Ouais. Et je me suis dit, tiens, en fait, il est devant mon nez. Je le sais. Qu'est-ce que j'attends? L'audace. Ouais, exactement. Et donc voilà, j'ai lancé ma formation pour faire du pain au levain avec un kit aussi qui permet d'avoir tout le nécessaire pour se lancer, dont mon levain qui est, je souligne, offert. Ça c'est mon côté pas requin du tout. Je sais pas, je trouvais ça beau que le levain reste une transmission. Et donc, en fait, je vends le kit vraiment au minimum de la marge obligatoire selon les produits qui sont dedans. Et le levain est offert, en fait. Donc, ça me tenait à cœur. C'est pas noté. D'ailleurs, je devrais le mettre en avant. Et donc, voilà, je faisais une formation en ligne. C'est trop génial. Et comme quoi, tu vois, un petit truc qui te passionne, comme ça se transforme. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. C'est vraiment, parfois, c'est des choses simples. Oui, tout le monde cherche la bonne idée, tu vois, tout le monde cherche. Voilà, c'est ça. Ouais. En fait, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apprécies faire de ton temps libre quand c'est gratuit? Quand, tu vois? C'est ça. Et en fait, bam, ça démarre. Et donc, évidemment, ça remplace pas le job d'un boulanger, hein. On est d'accord, mais ça permet quand même d'être autonome en pain et de pouvoir offrir ça à chaque personne qui a envie de consommer du pain au levain, quoi. Absolument. Mais non, les petites questions de fin. Quelle est ta relation à toi, à ton image, à la nourriture et à l'argent? J'adore manger. Une chose est sûre. On commence donc par la nourriture. Quel est ton rapport à la nourriture? J'adore manger. T'es une gourmande, sucrée ou salée? J'étais très très sucrée avant. C'était vraiment difficile pour moi de me défaire des crasses. C'était mon péché mignon. Pas spécialement des bonbons ou quoi, mais vraiment du chocolat. Et au fait, j'ai eu des grossesses où j'arrivais pas à manger. Et donc, je me suis complètement désintoxiquée du sucre. Et depuis, ça me donne très très rarement envie. Et en fait, tu sais, quand t'es mince, il y a ce côté où tu vas te le permettre plus facilement parce que tu sais que tu grossis pas spécialement en regardant un aliment. Et donc, j'étais vraiment dans cette espèce de piège de mal manger. Enfin, pas de mal manger parce que j'ai toujours une bonne alimentation, mais de me permettre de manger une crasse parce que je me disais, de toute façon... Oui, tu grossis pas. Ouais. Et en fait, maintenant, plus du tout. Que ce soit éthiquement... que parce qu'en fait j'arrive plus
j'ai plus ce genre de fringales, mais j'ai un rapport assez sain, je dirais, avec la nourriture. Je suis incapable de me forcer à manger. Et forcer les enfants? Non, vraiment jamais. J'ai toujours été la meuf qui prépare. Alors là, je vais me faire lyncher 50 000 trucs pour que chacun puisse manger ce qu'il aime à table. Ouais, moi, c'est l'inverse. Il y a ça, bah, si tu veux pas ça, bah... Ouais. Mais moi, je comprends. Hein. Mon mari, il craque. D'ailleurs, elle veut des œufs coco et puis elle veut des œufs au plat. Ok, on fait tout. Ah oui, c'est ça. Moi, le matin, c'est ça. Mon job le matin, c'est Rose veut un œuf au plat, Céleste veut un œuf à la coque. Moi, je prends une omelette. Et vous? Et ton plat qui réconforte de tout? Tu vois, en ce moment, j'allais te dire une bonne raclette. Oh ouais, bah oui. Mais c'est sinon, la saison. oui, c'est ça. Mais sinon, j'aime bien mon pain de viande. Oh, j'adore un pain de viande. Voilà. Ton rapport à l'argent? Je suis une sacrée dépensière. Vraiment. Ouais, non, c'est... J'ai les mains trouées, quoi. Donc, je dépense pour moi, pour les autres. Je suis... Voilà. Ton rapport à ton image? Bah écoute, elle varie, hein selon mes cycles. Voilà, quoi. Je sais pas trop... Est-ce que tu voudrais dire quelque chose à la personne qui partage ta vie? Mon amoureux? Oui, tu peux, ton amoureux. Ah oui, c'est marrant comme question. Si t'as envie de faire un petit hommage à ton amoureux. Ah bah, clairement. Bah... Allons-y. Rapidement. C'est chaud. Attends, mais t'es pas... Alors, bah non, mais en fait, juste merci, déjà, premièrement. On se le dit quand même, enfin, lui plus que moi. C'est un lion, lui, donc il a besoin toujours d'être flatté, et je le flatte pas assez. Mais donc, je veux juste lui dire qu'il est incroyable, que je lui dis pas assez, c'est certain. Merci, parce que je dois pas être facile à vivre. Et que je l'aime de tout mon cœur. Trop chou. Team matcha ou team café? Café. Est-ce qu'il y a un petit bonheur dans ta journée, un petit bonheur auquel tu tiens? Mon café. Le matin. Comment tu fais pour te ressourcer? Écoute, je suis arrivée à un stade où j'accepte aussi que me ressourcer, c'est d'être H24 avec mes enfants. Parce que je pense que ce que j'essaye et ce que je veux chasser le plus de ma vie, c'est la frustration. Parce que c'est elle qui nous aigrit. Et en fait, accepter, c'est la clé vraiment de l'apaisement. Et voilà, je me ressource au fait avec ce que j'ai sur l'instant T. Vivre aujourd'hui et on verra ce qui se passe demain. Et dernière question, ta routine beauté matin et soir? Brièvement, en fait, je suis thalmisée, comme dit mon mari. J'adore la marque Thalm et donc c'est pas vrai, j'ai rencontré hier Kenza, je l'adore. Elle est incroyable. Une inspiration incroyable. Je crois que tout le monde a eu un coup de cœur sur cette meuf, elle est incroyable. C'est un soleil, quoi. Ouais, elle est géniale. J'ai eu la chance je suis vraiment la groupie, mais au roller coaster. Non, je l'ai rencontrée avec Émilie Duchesne et Clio. Elle est folle, elle est franchement trop bien. Et donc, je suis thalmisée. Je suis addict. Mais quand je dis addict à son eau, la Mega Water, je ne peux pas m'en passer. Donc, ma routine, c'est très simple. C'est l'eau, la crème et ciao. Et le soir? Et le soir, écoute, j'étais en train de tester une crème de BioEffect, une marque que j'ai découvert que j'adore. Je vais bientôt terminer le petit échantillon que j'ai reçu, donc je vais me motiver à acheter cette crème. Mais elle est incroyable, vraiment, j'adore la marque. Donc ma routine le soir, c'est aussi très simple, Mega Water et juste une crème et c'est fini. Eh bien écoute, merci beaucoup Lorena. Merci à toi, c'était merci vraiment pour ta chouette. franchise, franchement, merci beaucoup.